Bonsoir, bienvenue à la nouvelle émission dédiée aux entrepreneurs sur la UFM. Ces nouveaux programmes vont mettre en lumière l'innovation, l'inventivité des entrepreneurs congolais et africains. Les experts vont également passer pour partager des conseils et des astuces pour bien entamer son processus entrepreneurial, lancer son business. Ce soir, nous allons commencer notre causerie avec un senior. Il a une expérience de plusieurs années en Afrique et en Europe. Il a piloté plusieurs projets. Je vais dire bonsoir à monsieur Christian Kazumba. Bonsoir. Un plaisir de vous recevoir dans notre émission DRC Entrepreneur. Comme je l'ai dit, vous avez une expérience avérée. Aujourd'hui, vous avez énormément fait, mais pour mieux vous présenter, nous allons le faire ensemble. Mais avec grand plaisir, merci pour l'invitation en tout cas. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir, bien sûr. Je vais vous présenter, on le fait ensemble, cette présentation aussi en vous posant des questions. Vous avez passé plusieurs années dans plusieurs pays d'Afrique. Vous avez piloté plusieurs projets également. Alors, est-ce qu'il existe un mot qui pourrait vous définir les mieux ? Bon, passionné, je dirais. Passionné en fait d'une part par le développement du secteur privé en Afrique subsaharienne, ça me tient beaucoup à cœur, et passionné aussi par l'émergence économique de l'Afrique, et je suis d'ailleurs persuadé que les deux sont liés. Je suis intimement convaincu en fait que si nos pays subsahariens, si nos pays africains veulent vraiment émerger, il va falloir en effet faire en sorte de développer notre secteur privé. Un mot pour définir votre parcours ? Je dirais panafricain. Parce que comme vous l'avez très justement dit, je vous en remercie d'ailleurs, j'ai eu la chance d'évoluer dans un certain nombre de pays de notre continent. J'ai travaillé au Maroc, j'ai travaillé au Mali, j'ai travaillé au Burkina Faso, au Togo. J'ai eu également la chance de travailler dans mon pays d'origine, c'est-à-dire la RD Congo pendant 3 ans. J'ai travaillé aussi et vécu au Gabon. Je suis désormais basé en fait en Côte d'Ivoire et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses en termes de développement personnel. Voilà, donc si j'avais en fait un mot pour décrire mon parcours, je dirais panafricain et j'en suis vraiment très faire. D'où cette motivation, cette passion de travailler aussi longtemps et en tant que panafricain ? Bon, alors vous savez, moi je suis d'origine congolaise, mais je vais vous faire une confidence. J'ai 56 ans au jour d'aujourd'hui et pendant les 40 premières années de ma vie, je ne me suis pas beaucoup intéressé à l'Afrique. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, j'ai fait tout mon début de carrière professionnelle en France. Et puis aux alentours de 2009-2010, j'ai eu un déclic. Vous voyez ? Je me suis dit, tiens, je suis en train de passer, tout ça c'est très bien, mais je suis en train de passer à côté d'une moitié de moi-même. Voilà, je suis en train d'oublier en fait ma moitié africaine et j'ai trouvé ça dommage. Et donc j'ai voulu rattraper le temps perdu. J'espère l'avoir rattrapé. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir évolué dans beaucoup de pays africains, ça a vraiment été une très grande joie pour moi. Donc la motivation vient également de ces goûts de revenir aux sources. Alors un mot qui définit le mieux votre situation professionnelle actuellement ? Je dirais partage et échange. Je viens de le dire, j'ai 56 ans. Je suis conscient du fait en fait que même si j'ai encore de très belles années en fait professionnelles à vivre, je suis quand même beaucoup plus proche de la fin de ma carrière que du début. Je pense avoir appris beaucoup de choses, en particulier grâce à mon parcours panafricain. Et maintenant, je voudrais effectivement faire profiter, si j'ose dire, des jeunes et des moins jeunes entrepreneurs de mon expérience. Voilà, donc le fait en effet de partager tout ce que j'ai appris, le fait de partager tout ce que j'ai vécu, ça me tient à cœur au jour d'aujourd'hui. Donc je dirais transmission. On comprend de plus en plus qui est M. Christian Kazumba. Une autre question. Et ici, est-ce qu'il y a un chiffre qui résume la durée de votre parcours professionnel ? 15 ans. C'est effectivement depuis 15 ans que j'évolue en Afrique. Vous effacez votre parcours en Europe ? Non, je ne l'efface pas parce qu'en fait ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai eu une formation intéressante. Mais aujourd'hui, voilà, je suis passé en fait du côté du continent. Alors oui, il y a effectivement un retour aux sources. Vous l'avez dit tout à l'heure et je vous en remercie. En fait, il y a le fait de retrouver mes origines. Mais moi, je suis intimement convaincu et persuadé que l'Afrique constitue une bonne partie de l'avenir de l'humanité. Voilà, alors pour vous donner quelques chiffres, vous savez qu'aujourd'hui l'Afrique, c'est 16 ou 17% de la population mondiale, ce qui est déjà beaucoup. Oui, mais selon toutes les estimations, si la tendance continue, en 2050, ce sera 25%. Et puis à la fin de ce siècle, même si je ne serai pas forcément là pour le voir, ce sera entre 30 et 40%. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que d'ici 2100, vous aurez un terrien sur 3, peut-être même un peu plus, qui sera africain. En 15 ans d'expérience en Afrique, vous préférez travailler en Afrique ou en Europe ?
C'est différent. honnêtement. C'est très... Non, mais c'est très différent. Mais voyez, même, vous auriez pu me demander quel est le pays africain dans lequel j'ai préféré évoluer. Parce que je voudrais simplement insister sur le fait que contrairement à certaines idées reçues, l'Afrique, c'est pas une masse homogène. L'Afrique, c'est pas un bloc monolithique. Oui, c'est des cultures différentes, c'est des histoires qui sont différentes, c'est des manières de travailler différentes. Et ça, je l'ai vraiment appris grâce à mon parcours africain. Vous voyez, je ne pense pas qu'on puisse comparer, pour vous donner un seul exemple, la situation économique aujourd'hui au Burkina Faso, que je connais un peu, et puis la situation économique de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc si je devais retenir quelque chose, l'Afrique fait partie en fait de l'avenir de l'humanité, mais attention à ne pas homogénéiser, si j'ose dire, l'Afrique. Attention à ne pas considérer que, par exemple, sous prétexte que vous connaissez l'ère des Congo, vous allez forcément connaître la Côte d'Ivoire. Sous prétexte que vous connaissez la Côte d'Ivoire, vous allez forcément connaître le Mali, etc., etc. Chaque pays a des spécificités, mais c'est d'ailleurs ça qui constitue l'intérêt d'avoir un parcours panafricain, à mon avis. Ce n'est pas autant en Europe avec divers pays. Si, c'est vrai, mais j'ai pas eu la chance en Europe, si vous voulez, de connaître autant d'expériences. Voilà, je me suis contenté en fait de la France, un petit peu la Belgique, mais bon, je dirais que j'ai pris goût en fait au voyage et puis surtout à cette grande expérience professionnelle grâce au continent africain. Alors, restons en Afrique parce que nous y sommes. Il y a un petit défi pour vous. Vous êtes prêts? Alors, quelle est la start-up qui vous intéresserait le plus entre celles qui évoluent dans un seul pays et qui génère 30 000 $ de chiffre d'affaires la semaine et celle qui fait ces mêmes chiffres mais dans 4 pays différents? Alors, c'est une excellente question. Je vais essayer de vous répondre d'un point de vue d'un investisseur. Les investisseurs, comme vous le savez, essaient de minorer le risque. Alors bien évidemment, en fait, si vous êtes sur un seul marché, le risque sera beaucoup plus important, qu'on le veuille ou non, que si vous êtes sur 3 ou 4 marchés. C'est pour ça d'ailleurs qu'au jour d'aujourd'hui, les investisseurs, quels qu'ils soient, aiment beaucoup les projets panafricains. Vous voyez, par exemple, les projets sous-régionaux. Donc pour répondre directement à votre question, je pense que je préférerais en effet la start-up qui évolue sur plusieurs marchés sous-régionaux. Ok, alors ça c'est plusieurs marchés, plusieurs pays. Et pourquoi? Parce que c'est une question de risque. Encore une fois, alors il faut quand même partir du principe qu'il faut pas se leurrer. En fait, nos marchés sont quand même relativement étroits. Le secteur privé dans nos pays subsahariens, il est relativement étroit. Vous voyez, donc si vous opérez sur un seul marché, les perspectives effectivement de croissance seront relativement limitées pour le moment. Alors que si vous opérez sur plusieurs marchés, je pense que le potentiel de croissance sera beaucoup plus important. N'est-ce pas toujours un grand risque pour une start-up qui a 3 ans, 4 ans? Oui, alors après, effectivement, ça dépend. C'est toujours ça le souci et le problème. Ça dépend en fait de l'équipe fondatrice, ça dépend de sa vision, ça dépend des moyens dont elle a pu accéder. Vous voyez, ça dépend de tout ça, oui. Mais en général, en effet, moi j'aime beaucoup les projets panafricains comme énormément d'investisseurs. Alors, vous n'allez pas tomber dans notre piège, hein. Vous êtes très panafricain. Alors, ça, c'est fort. Alors, actuellement, vous êtes l'un des responsables d'un cabinet qui s'investit dans le développement de l'écosystème entrepreneurial en Afrique francophone. Donc, vous travaillez pour le développement de solutions pour la croissance et le développement de startups en Afrique. Ça tombe bien. C'est notre sujet du jour, accompagnement et développement de start-up en Afrique, mais nous allons plus le pencher vers les stratégies et les outils juridiques. Quelle est la meilleure forme juridique pour une entreprise en Afrique selon vous? Alors vous savez, en fait en RDC, comme d'ailleurs dans tous les pays, dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, nos amis les jeunes start-upers choisissent souvent pour se lancer l'entreprise individuelle, qu'on appelle ici l'établissement. Je comprends qu'ils fassent ce choix parce que l'entreprise individuelle, c'est un peu la solution de facilité. C'est en effet le type d'entreprise la plus simple à formaliser, qui coûte le moins cher au guichet unique. Il n'y a pas de statut à rédiger, il n'y a pas de capital social à déposer, il n'y a pas de mode de gouvernance tout à fait complexe à mettre en place. Donc c'est vraiment la forme juridique d'entreprise, on va dire de base, et la plus simple, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être 60 ou 70% des entreprises qui sont formalisées en RDC qui le sont sous la forme d'entreprise individuelle et donc sous la forme d'établissement. Mais ce n'est pas forcément la meilleure forme juridique. C'est une forme juridique qui peut être cohérente pour se lancer et si on souhaite effectivement générer ce que je vais appeler des revenus relativement limités. En revanche, il faut être conscient du fait que ce n'est pas forcément
une forme juridique adaptée si on a de grandes ambitions et si on souhaite en fait développer un business qui va en effet générer plusieurs centaines de milliers de dollars, voire même plusieurs millions de dollars, pourquoi pas, de revenus par an. Vous voyez, donc le premier conseil que je peux peut-être donner, c'est choisissez bien votre forme juridique dès le départ. Alors pour rebondir justement sur l'entreprise individuelle dont j'ai parlé, c'est pas forcément, c'est le moins qu'on puisse dire, la forme juridique qui est la plus prisée des investisseurs. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes porteur de projet, si vous souhaitez vous lancer, si vous envisagez de lever des fonds dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, il faut savoir effectivement que l'entreprise individuelle ne sera pas adaptée à la levée de fonds. Donc, pour vous, vous conseillerez d'opter plutôt pour... Alors, si vraiment votre business en fait est promis à une croissance assez importante, si vraiment vous souhaitez lever des fonds, moi je vous recommande plutôt en fait une forme juridique qui est plutôt mal maîtrisée au jour d'aujourd'hui, c'est la SAS, la Société par action simplifiée. Alors, parlons stratégie et outils juridiques en Afrique. Selon votre expérience, quelles seraient des erreurs à ne pas commettre dès la création des startups? D'un point de vue juridique ? Juridique, si stratégique. Alors d'un point de vue juridique, comme je l'ai dit, il faut bien choisir en fait sa forme juridique, mais on en a parlé. Après, d'un point de vue un petit peu plus stratégique, vous savez, il y a une grande différence entre un entrepreneur de croissance et un entrepreneur de subsistance. L'une des principales différences, c'est que l'entrepreneur de croissance, il a une vision. À moyen terme et à long terme, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est pas souvent le cas d'un entrepreneur en fait de subsistance. C'est important d'avoir une vision à moyen terme et à long terme. Il est très important également de bien maîtriser, de bien comprendre son marché de référence. Je vois encore trop d'entrepreneurs en Afrique qui veulent se lancer sur des marchés qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça, c'est tout à fait dommage. Vous voyez ? Donc, d'un point de vue stratégique, prenez le temps, en effet, d'analyser un petit peu le marché sur lequel vous souhaitez en fait vous lancer. Alors, j'ai conscience du fait que quelquefois on manque de moyens pour faire des études de marché via un cabinet, mais aller sur le terrain, interroger des gens qui sont déjà sur ce marché, interroger effectivement des clients potentiels, des fournisseurs potentiels. C'est très très important de bien connaître son marché de référence pour savoir tout simplement en fait quelle est la solution qu'on va apporter à un problème bien identifié. L'étude du marché, alors vous avez piloté plusieurs projets. Lorsque vous arrivez, c'est la réalité avec vous? Alors oui, c'est toujours ce qu'on conseille, mais encore une fois, j'ai conscience du fait que bien souvent, les jeunes entrepreneurs africains n'ont pas suffisamment de moyens pour piloter en fait une étude de marché qui va durer quelques semaines ou quelques mois et de prendre effectivement des consultants pour ça. Mais même si les moyens manquent, le conseil que j'ai donné encore une fois, c'est vraiment aller sur le terrain, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps effectivement, par exemple, de bien connaître les habitudes de consommation de vos clients. Prenez le temps de bien connaître, ça vous pouvez le découvrir sur le terrain, vos concurrents. Quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Et ça va vous amener en fait beaucoup de choses. Alors c'est vrai que c'est plusieurs réalités en Afrique, hein. C'est différents pays et des cultures, des écosystèmes différents, c'est vrai. Mais si on pourrait parler des défis qui reviennent pour ceux qui sont au sein de la diaspora et qui peuvent venir entreprendre en Afrique, qu'est-ce qui pourrait tenir en compte? Alors, il y en a beaucoup. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, les gens de la diaspora ne connaissaient pas réellement notre environnement. J'en parle en toute connaissance de cause parce que, comme je vous l'ai dit, pendant 40 ans, moi, l'environnement africain, je ne le connaissais pas. Je pensais le connaître, mais je ne le connaissais pas. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que je n'étais pas sur le terrain. La vérité, elle est sur le terrain. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure étude de marché qui soit, c'est venir sur le terrain, rencontrer les gens, rencontrer toutes les parties prenantes de son marché. Donc le conseil qui est un conseil de bon sens, que je peux donner en fait aux gens de la diaspora, c'est venez sur le terrain. Voilà. Ensuite, je pense que, alors ça dépend des pays africains, mais dans certains pays subsahariens, piloter en fait un business, si vous me permettez l'expression à distance, je n'y crois pas beaucoup. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Nous allons déjà, avec vous, nous arrêter un moment. Alors, un conseil que vous aurez à donner à ceux qui veulent entreprendre en RDC, votre pays d'origine? De bien connaître l'environnement, de bien connaître tous les tenants et les aboutissants de son activité. Il y a des impacts fiscaux, comme vous le savez, qui peuvent être assez importants en fait en République démocratique du Congo. De bien effectivement maîtriser ses coûts. Parce que vous savez effectivement que les coûts peuvent être assez importants chez nous. Je parle par exemple en fait du coût d'accès à l'énergie électrique, du coût des connexions Internet,
Vous savez aussi que le fait de se déplacer, ça peut être pas forcément très très simple et ça peut coûter effectivement très très cher. Alors tout ça, attention, c'est pas des freins, c'est pas des obstacles rédhibitoires. C'est pas pour ça qu'il faut pas entreprendre en RDC. Moi, je crois beaucoup en fait en ce pays. Il faut simplement, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut être conscient de nos réalités, en particulier en termes de coûts, en termes de complexité, pour bien effectivement les assimiler, pour ne pas venir effectivement, si j'ose dire, la fleur au fusil. On va venir sur ce que vous avez évoqué, est-ce que la RDC aujourd'hui offre les meilleurs écosystèmes pour entreprendre en Afrique? Ça, c'est une question qui est difficile. Il y a tout pour réussir ici. Je vais vous donner un seul exemple, le Startup Act. C'est une loi qui a été votée, je crois, en 2022, si mes souvenirs sont exacts. Je trouve que c'est une excellente loi. C'est une excellente loi parce qu'elle prévoit beaucoup de choses. Elle prévoit effectivement pour les start-upers un accès facilité au financement, un accès aux infrastructures de qualité. Elle prévoit aussi un accès à l'information. Alors ça, c'est très important. Voyez, sauf que malheureusement, pour le moment, je dirais que le Startup n'est pas encore complètement opérationnel. Et donc, il faut vraiment que tout le monde milite pour que ce Startup Act soit opérationnel. Parce que je peux vous garantir que si demain le Startup Act est opérationnel chez nous, ça va régler une bonne partie des soucis et des sujets des entrepreneurs et des start-upers et ça va libérer en fait beaucoup de choses. Alors vous savez par exemple qu'au sein du Startup Act, il y a également des avantages fiscaux. Il y a un régime fiscal privilégié qui est prévu. Vous voyez, donc tout ça, il faudrait le mettre en œuvre. Merci beaucoup. Je m'appelle Lionel Kabea, je suis entrepreneur. J'ai commencé mon business avec 500 francs et aujourd'hui je génère plus de 20 000 dollars de chiffre d'affaires l'an. Non, je blague. Je m'appelle effectivement Lionel Kabea, mais je suis un couteau suisse pour entrepreneurs. Je me qualifie de couteau suisse pour entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, avec différentes activités que je fais, j'offre différents services aux organisations et aux individus, essentiellement les entrepreneurs, qui va de la conception au développement des business et même à la protection des business. D'où je préfère utiliser le concept de couteau suisse pour entrepreneurs. Comment ça a commencé? Très bonne question. Tout remonte à 2014, entre 2014 et 2015. Après avoir exercé en tant que défenseur judiciaire pendant pratiquement 2 ans, où je faisais beaucoup de droit pénal, j'ai décidé de faire un shift dans ma carrière et de me consacrer au droit des affaires. C'est-à-dire accompagner des jeunes dans leur processus de création et de développement d'entreprise. Et c'est ainsi qu'a commencé, on va dire, mon cheminement en tant que couteau suisse pour entrepreneurs. Parce que je suis parti du conseil juridique au développement de projets, en associant de la communication digitale. Et aujourd'hui, je suis également dans le plaidoyer pour la mise en place des politiques publiques favorables aux entrepreneurs. Et donc, ça a commencé, on va dire, par un petit shift professionnel dans l'accompagnement à la création d'entreprises qui aujourd'hui a fait en sorte que je sois un véritable couteau suisse qui intervient à plusieurs étapes de la vie d'une entreprise et du parcours entrepreneurial d'un individu. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, mes interventions, mon accompagnement intervient à différents niveaux de la vie d'une entreprise. Déjà à l'étape de l'idéation, j'accompagne dans la structuration de l'idée même de l'entreprise. À l'étape de la formalisation, tout ce qui est rédaction d'actes juridiques, rédaction des statuts, rédaction des pactes d'associés, formalisation d'entreprise. Dans le développement de l'entreprise, tout ce qui est contrat avec les employés, contrat des partenariats, protection de la marque et même après cette étape-là, lorsqu'il faut passer à l'échelle pour faire une scalabilité, comment se déployer dans d'autres territoires, j'offre également des services. Et donc, vous voyez que je suis à différents niveaux de la vie de l'entreprise. Et même lorsqu'il faut céder son entreprise ou fermer son entreprise, nous intervenons également. Très bonne question. Alors, de manière directe,
on va dire une bonne cinquantaine et de manière indirecte, une centaine, si pas des milliers d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, nous avons à travers année après année mis en place des outils qui nous permettent de toucher des centaines, voire des milliers de personnes, si pas physiquement, même de manière virtuelle, à travers le monde, en RDC ou ailleurs. La plus grande entreprise que j'ai accompagnée aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément d'une entreprise. Je vais plutôt parler de l'écosystème parce que pour moi, ça reste un client. Je vais dire que c'est mon accompagnement de l'écosystème dans ce processus d'élaboration et de mise en œuvre de la Startup Act. Je crois que c'est la plus grosse entreprise que j'ai accompagnée aujourd'hui parce que c'est un processus qui va toucher des milliers, voire des millions d'entrepreneurs en RDC. Et pour moi, c'est le plus gros client que j'ai ou que j'ai accompagné à ce stade. Le plus grand défi, eh bien, c'est lorsqu'il s'agit d'argent, bien évidemment, parce que très régulièrement, nous rencontrons certains entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs que nous aimerions bien accompagner, mais qui parfois n'ont pas les moyens de leur ambition. Et donc, nous les accompagnons à moitié en fonction de leurs moyens. Et je pense que c'est un gros défi parce que les cibles auxquelles je m'adresse n'ont pas toujours les moyens de leur ambition pour pouvoir faire de leur idée des grandes entreprises. Alors, il est gratifiant de voir comment on a accompagné une jeune pousse ou bien un entrepreneur, un aspirant entrepreneur qui part d'une idée et qui en fait une véritable entreprise qui génère du chiffre d'affaires, plutôt que d'intervenir pour une grosse firme qui a besoin de nos services pour une mission ponctuelle qui n'a pas, on va dire, un très grand impact sur la communauté. Et donc, c'est toujours gratifiant d'accompagner celui qu'on amène de l'idée à l'entreprise que plutôt que d'aider une grosse structure à résoudre, on va dire, un petit problème dans un projet parmi tant d'autres. DRC Entrepreneur est un nouveau programme proposé par la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la FEC en collaboration avec la radio UFM. Cette émission se positionne comme un levier essentiel pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation au sein de la jeunesse congolaise. Prenez rendez-vous tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h05 sur la première radio urbaine de la RDC. Et c'était Lionel Kabea, couteau suisse pour entrepreneurs. Vous avez compris ce qu'il fait, mais l'émission n'est pas finie. J'ai un autre entrepreneur avec moi sur ces plateaux. Lui, il s'appelle Landry Ngoya. Je te dis bonsoir et bienvenue dans ces tout premiers numéros des DRC Entrepreneurs, Landry. Bonsoir, merci. Bienvenue. Alors, tu es entrepreneur, tu es le fondateur de MyShapay. Exactement, oui. Une innovation. C'est une solution fintech qui existe déjà il y a maintenant 4 ans. Wow. Alors ça, c'est fort. Ici, on parle de la vie de l'entrepreneur. Les parcours, il n'est jamais facile. En 4 ans, asseoir une entreprise, ce n'est jamais facile. Mais est-ce que tu penses que tu as un parcours qui inspire? Je dirais oui, pour moi et pour les autres aussi. Mon parcours, il est assez large. Je suis entrepreneur il y a là maintenant 12 ans. J'ai commencé à entreprendre. Ça n'a pas commencé avec MyShapay? Non. J'ai commencé avec une entreprise qui s'appelait Linkcube, qui est spécialisée dans la création des solutions SaaS pour les entreprises, ici en Afrique centrale. Et ensuite, on a déployé MyShapay, c'était en 2017. Et tout se passe bien? Oui. Tout se passe bien, oui. Aussi avec la première boîte où il fallait changer de vision? Non, on continue toujours parce que dans notre première boîte, on s'est plus pivoté du côté des solutions de cybersécurité où nous accompagnons des entreprises aujourd'hui à pouvoir mieux sécuriser leurs données. Alors, tu penses que tu as un parcours inspirant et qu'est-ce qui te pousse à le dire? C'est parce qu'on a d'abord entreprendre en RDC, c'est pas chose facile. Et si on est là jusqu'aujourd'hui en train de maintenir la cape,
c'est qu'il y a un parcours qui est non seulement innovant, mais un parcours palpitant. Alors, comment tu t'es lancé avec MyShapé? C'est en 2017 que j'ai lancé MyShapé. Bon, pas lancé, mais une version bêta en Chine. Et c'est en 2018 qu'on a décidé de carrément revenir en Afrique pour pouvoir le lancer. Ok, alors lancer une entreprise, c'est beaucoup de choses. Ici, on parle de la vie d'un entrepreneur, de ton parcours plus particulièrement. Au vu de ton expérience, penses-tu qu'on peut créer sa boîte sans expérience professionnelle? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, créer une boîte sans expérience professionnelle, on peut commettre beaucoup d'erreurs. Moi, j'invite tout le monde, avant de se lancer, de pouvoir prendre conseil chez les personnes qui ont déjà débuté leur parcours et après s'est lancé. Alors, tu conseilles quand même à quelqu'un de demander de l'argent à ses proches pour lancer sa boîte? Normalement, on appelle ça lever des fonds auprès de proches ou bien on met good love. C'est prendre de l'argent auprès de ses proches. Je vais dire, ça peut être un grand frère, ça peut être votre parent. Oui, par rapport à ton expérience, je pense que c'est une bonne méthode? Oui, c'est une bonne méthode si on commence une petite start-up et après le rembourser plus tard. Normalement, les premières personnes qui doivent investir sur votre projet, c'est votre entourage, vos amis, vos proches. Alors, est-ce qu'ils doivent forcément avoir des parts? Pas nécessairement. C'est à vous de pouvoir mieux vendre votre concept. C'était le cas avec toi? Pas du tout. Où est-ce que tu as trouvé les financements? Moi, mes financements, j'ai reçu d'abord, mes premiers financements, ce sont mes propres épargnes. Mes propres épargnes. Et après, j'ai été financé par mes mentors. Ah, ça c'est bien. Alors on voudrait un peu rentrer dans tout ce que tu as vécu, ton histoire. Bien. Quelle est la chose la plus hilarante que tu as vécue en tant qu'entrepreneur? Ah, la chose la plus hilarante, c'est en 2018, je me suis retrouvé en Égypte. Je devais pitcher mon projet devant le président Albert Sissi. Et du coup, il fallait que je les pitch en anglais. On m'échange la page pour me dire qu'il faut les pitcher en arabe. Oh là là. Je parlais pas l'arabe. Oh là là. Alors du coup, je dis c'est mieux de le faire en français. Et on a cherché vite un traducteur pour moi. Et ça a pris du temps. Et je t'ai passé en retard et le dernier. Ah, mais la beauté de la chose, j'ai gagné cette compétition-là. Wow. D'abord prévu en anglais, le pitch devrait se faire en anglais. Oui. Ensuite en arabe, et négociation. Oui. On accepte en français et ça s'est bien passé. Oui. Wow, ça c'est fort. C'était pour quel projet? C'est pour Next Startup qui s'est passé en 2018 en Égypte, en Sharm el-Sheikh. Alors les gens vont comprendre que tu es donc dans les secteurs de la tech. Exactement. Oui. Alors on va déjà passer à notre prochaine rubrique avec toi, la toute première d'ailleurs. Si on va jouer à 2 jeux. Ok. Avec toi aujourd'hui, on joue seulement à 2 petits jeux. Le premier jeu, c'est les pick-up. Ok. Il faut choisir. Comme tu es dans la technologie, tu préfères la technologie de Samsung ou de l'iPhone? Ah, ça c'est une très belle question, mais pour être vrai, je préfère la technologie de Samsung. Pourquoi? Parce que Samsung offre des projets, on peut dire open source qui veut dire que tout le monde entier peut contribuer à pouvoir le développer. Ok. Ce qui fait que ça s'adapte de jour en jour à notre croyance, à notre philosophie de faire. Tandis que Apple, c'est un produit qui appartient à une seule entreprise. Et pour le modifier, il faut que cette entreprise-là puisse mettre la main dessus pour le développer. Chose que souvent, les mises à jour de Apple ne s'adaptent pas aux besoins des utilisateurs. Ah, mais beaucoup de gens disent que ceux qui choisissent Samsung à la place de l'iPhone sont des haineux. Non, ça n'a rien à voir. Alors ça c'est pour des raisons en même temps professionnelles et technologiques. Sécurité, oui. En même temps, sécurité. oui. Ouais, ça c'est bien. Notre deuxième jeu, c'est les Found Out. Est-ce que tu peux nous aider à découvrir l'application la plus utile de ton téléphone? Ah, mon application la plus utile, je dirais, c'est Airbnb. Airbnb. Voilà. C'est une application qui me permet, moi, à tout moment, quand je me déplace, comme notre start-up, c'est une entreprise qui se trouve dans la plupart des provinces. Alors, on n'a pas souvent de maison via ces provinces-là. Alors, Airbnb me permet de pouvoir louer des petites maisons à des petits budgets et ça nous permet d'économiser grandement. Donc, c'est comme une application de booking. Exactement, mais c'est assez collaboratif. Vous pouvez partager une maison avec vos frères. À la place de louer une chambre d'hôtel, vous pouvez louer toute une maison et vous venez avec toute une équipe, vous travaillez dessus pendant une semaine, pendant un mois. C'est une application congolaise? Non, c'est une application qui a été créée par un Français et un Américain. Ouais.
et qui marche un peu partout. Dans le monde entier. Waouh, ça c'est fort. Je découvre, personnellement, je ne connaissais pas cette application. On va terminer notre émission avec toi, avec cette dernière rubrique, c'est les quiz. Ok. 3 questions qui sont peut-être simples, mais qui peuvent paraître parfois complexes. Est-ce que tu es prêt au jeu? On y va, go. Ça c'est bien. Pour la première question, Landry, c'est quoi la différence entre un entrepreneur et un businessman? Ah, c'est une très belle question ça. Entrepreneur, c'est celui qui entreprend pour résoudre des problèmes. Plusieurs problèmes à la fois, ou souvent un seul problème. Tandis qu'un businessman, c'est celui qui travaille pour chercher de l'argent, plus gagner de l'argent. Son but, ce n'est pas de résoudre des problèmes, c'est juste de gagner de l'argent. Ça c'est les businessmen. Exactement. Donc l'entrepreneur, il vient résoudre un problème. Exactement. Ok. Vous avez appris, vous? Comment? Vous avez appris, je parle donc à ceux qui nous suivent en ce moment, c'est UFM, la 94.7, la radio est diffusée sur notre bande à Kinshasa sur la 94.7 et vous pouvez également nous suivre partout sur nos réseaux sociaux et à partir également de notre web radio à travers les mondes. C'était la première question. La deuxième question, c'est de savoir c'est quoi un chiffre d'affaires? Un chiffre d'affaires, c'est le total régénéré par une start-up puis une entreprise chaque fin d'année. Le rendement de cette entreprise-là, c'est le chiffre d'affaires que l'entreprise a régénéré. Soit l'an, ça dépend des autres entreprises, ça peut être soit l'an, soit chaque trimestre. Est-ce que Landry aujourd'hui est satisfait de son chiffre d'affaires? On avance, on n'est pas vraiment satisfait, mais on avance. Ok. Et la toute dernière question. Alors, quelle est la différence entre un salarié et un employé? Un salarié et un employé. Mm. Non, il n'y a pas de différence, parce qu'ils tous travaillent dans une boîte et ils sont tous payés à la fin du mois. Ils sont tous payés à la fin du mois. Oui, ils sont tous des salariés. Alors, vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une réponse contraire à ça? Écrivez-la en commentaire. Landry, c'était un plaisir de te recevoir dans notre émission pour la rubrique La vie d'un entrepreneur. Merci. 14 ans de carrière, c'est ça? Exactement. 14 ans de carrière et depuis presque 7 ans que Maïcha Pay existe. Non, depuis 4 ans que Maïcha Pay Depuis 4 ans. Mais c'est depuis 2007 que la première Oui, on a version... commencé, mais vraiment lancer notre véritable version, c'est vers 2019 qu'on l'a lancé. Et voilà. Un dernier mot à dire à tous ceux qui nous suivent? J'invite à tout le monde qui veut entreprendre de commencer d'abord à épargner et en même temps à apprendre sur le besoin ou bien sur le problème qu'ils veulent résoudre et ensuite se lancer. Merci à vous. On termine donc notre émission avec Landry. C'était le tout premier numéro du magazine DRC Entrepreneur que vous suivrez désormais les vendredis sur UFM. On se retrouve à très bientôt.